En 1920, Aleister Crowley, le légendaire occultiste britannique et gars qui aimait vraiment beaucoup ça, faire peur aux vieilles madames, Aleister Crowley a fondé une colonie spirituelle magico-magique en Italie. Et il a basé ça sur l'abbaye de Thélème qu'on trouve dans l'œuvre de Rabelais. Il a carrément appelé ça l'abbaye de Thélème. La religion de Crowley s'appelle le Théléma, donc Thélème. Et la seule règle de l'abbaye de Téléma, c'est directement lié au film d'aujourd'hui, vous allez voir pourquoi dans un instant. Ben, la seule règle de l'abbaye de Téléma, c'était « fais ce que veux hein? ». « Do what thou wilt shall be the whole of the law ». Essentiellement, ce qu'on interprète souvent comme fais ce que tu veux, mais c'est beaucoup plus subtil que ça. D'une manière ou d'une autre, l'abbaye de Thélème de Crowley, ça n'a pas super bien fini. Ça a fermé 3 ans plus tard. Ça a été fermé sous les ordres de Mussolini en personne. Mais ça m'a beaucoup fait penser au film d'aujourd'hui. Ce film-là, c'est Traumstadt de 1973. C'est un film ouest-allemand de Johannes Schaff. C'est une dystopie, essentiellement. Ça fait beaucoup penser à High Rise, mais il y a quand même beaucoup d'aspects avec le truc de Thélème dont je viens de parler. Là, je vous dirai pourquoi dans un instant. Pour être bien sincère, j'ai pas tellement aimé le film. J'ai aimé le début, mais à la fin, j'avais plutôt décroché. Néanmoins, il y a beaucoup de qualité dans le film. C'est pas dans mes goûts à moi, mais ça pourrait être dans le vôtre. Je vais vous expliquer tout ça dans un instant. En réflexion de quoi on parle, on va parler de liberté, justement, puis de la confusion qu'il y a autour de la liberté, puis peut-être fournir une hypothèse de pourquoi les gens de projets utopiques ont tendance à foirer, comme on dit, n'est-ce pas? Parce que je pense qu'il y a une confusion fondamentale autour de la question de liberté. Heureusement, c'est assez facile à la dissiper. Si on veut, on va regarder ça tout à l'heure. Mais avant, qu'est-ce que ça raconte, Traumstadt? Eh bien, on est en Allemagne, au début des années 70, et on a un jeune couple branché et dans le vent, pour qui ça va très très bien, ils s'aiment beaucoup. Elle fait rentrer des tonnes de pognon, elle gagne très bien sa vie, et lui est un artiste réputé et à succès, mais il est en panne d'inspiration depuis une bonne année. Et c'est à ce moment-là qu'il y a un mystérieux personnage qui intervient, puis qui propose au couple de rejoindre une ville-État qui a été fondée par un ancien camarade d'école de l'artiste, du héros si on veut. Puis c'est ça, cet ancien camarade d'école-là a fondé une cité-État utopique au milieu de nulle part où il invite les gens, les libres penseurs, les artistes, les philosophes, tous les esprits les plus brillants à venir vivre dans cet environnement où leur créativité puis leur individualité va pouvoir s'exprimer pleinement et librement sans aucune entrave. La seule règle de la place, c'est essentiellement « fais ce que veux ». Puis au début, le couple, il hésite, mais le gars leur offre un chèque de 100 000 marks, là, vraiment une fortune colossale à l'époque. C'est encore beaucoup aujourd'hui. À l'époque, c'était vraiment une grosse fortune. Pour qu'ils puissent essentiellement liquider toutes leurs affaires, puis aller prendre l'avion, puis se ramasser, c'est ça, à la cité de Traumstadt. Puis finalement, ils le font. Ils prennent l'avion, ils se ramassent en Afrique du Nord, ils traversent le désert. Il faut qu'ils traversent des montagnes à pied pour se rendre là. C'est tout un pèlerinage. Puis finalement, ils débarquent sur place, puis c'est comme une sorte de ville européenne où tout le monde est extrêmement excentrique, mais où ils sont plutôt bien accueillis, au moins au début. Puis, ce qui va se passer, évidemment, on s'en doute, c'est que tout n'est pas comme il le semble. Comme il le semble, ça va pas bien. Au début, tout va bien, mais plus que ça avance, plus que ça dégénère lentement, mais sûrement. Puis, il y a clairement des zones d'ombre qui paraissent à travers les fissures à gauche puis à droite. Puis, il se passe des affaires assez bizarres dans la ville. Puis, c'est ça, elle va vouloir partir à un moment donné, lui est moins certain parce qu'il tombe en amour avec une fille. Mais ce qui est certain, c'est que, c'est ça, la ville, en vérité, se dirige vers une sorte d'apocalypse de plus en plus évidente et inévitable. Là. Donc, est-ce que nos héros, notre jeune couple, va réussir à fuir la ville avant que la catastrophe leur tombe sur la tête et engloutisse toute la ville, ou est-ce qu'ils vont être submergés dans le torrent qui risque d'anéantir la fameuse Traumstadt?
Donc, en gros, c'est ça l'histoire. Il y a un gros côté kafkaïen aussi, j'y reviens tantôt, mais c'est ça, c'est à peu près ça. Comme j'ai dit, j'ai pas tellement aimé ça, mais il y a des bons côtés, puis sans plus tarder, ben, pourquoi c'est bon? La première raison, c'est que au début, en tout cas, l'histoire est vraiment excellente. Alors, j'ai pas trouvé que c'était très bien réalisé à certains aspects, quoique il y a des très bonnes passes, j'en reparle aussi tantôt, mais ce qui est certain, c'est qu'au début, en tout cas, le premier 20-30 minutes, je dirais, l'atmosphère est très, 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 très bonne, le mystère fonctionne, toute l'histoire avec l'ancien camarade d'école, c'est qui ce gars-là, bon, tout ça, ça fonctionne super, super bien. Quand ils font le trajet à travers le désert, les montagnes, etc., c'est hyper intéressant parce que c'est le genre de situation aussi que tout le monde les amène jusqu'à un certain point, mais refuse d'aller plus loin. Puis quand ils arrivent sur place, ils rencontrent un genre de bouffon, là, un nain là, qui les accueille, une genre de figure un peu surréaliste. Là, bon. Puis c'est ça, il y a toujours une sorte de mélange de bienvenue, mais de danger, pas tant de menaces que de périls qui grondent essentiellement dans l'atmosphère de la ville. Puis, ben c'est ça fonctionne très, très, très bien. Puis, pendant une bonne partie du film, l'intrigue est motivée par le fait que le héros veut revoir son camarade d'école, son ami d'enfance, essentiellement. Puis, on lui dit au début qu'il n'y aura aucun problème. C'est la ville idéale. L'argent n'a aucune signification. On leur donne genre une bourse remplie de pièces d'or, quelque chose comme ça. Tu sais, si vous en voulez, si vous en avez besoin, mais tu sais, les gens demandent de l'argent, mais c'est purement symbolique. À un moment donné, le héros dit « j'ai pas d'argent », il prend un bouton, puis il donne le bouton, ça va faire pareil. Okay? L'argent n'a aucune signification dans cette place-là. C'est un des aspects aussi quand même assez intéressant dans l'histoire. Mais bon, c'est ça, il veut voir son ami d'école, on lui dit que ça va être facile, mais il le voit jamais, en fait. Là. En tout cas, donc, il ne le voit pas au début. En tout cas, c'est tout un climat kafkaïen, essentiellement. Puis, un truc que j'ai trouvé intéressant, c'est que il y a un problème avec l'administration dans la ville, le fonctionnaire. Puis, ce que moi, j'ai senti en regardant le film, c'est que les problèmes administratifs dans la ville qui font que le personnage n'arrive pas à voir le président de la ville, là, il ne voit pas. Moi, j'ai eu l'impression parce que le fonctionnaire aime ça, être un fonctionnaire qui met des bâtons dans les roues des gens. Fait que c'est pas parce que la ville au complet a une administration maléfique, c'est pas ce genre de dystopie-là, c'est que lui, ce qu'il aime dans la vie, c'est assez clair que c'est ça en vérité, c'est être le fonctionnaire qui interdit aux gens de faire ce qu'ils veulent faire, puis qui leur met des complications pas possibles, les 8 fonctionnaires en 14 copies, puis tout ça, là. Donc, fait que ça, j'ai trouvé ça plutôt intéressant, puis fait que c'est ça, pendant une partie de l'intrigue, c'est ça, comme je disais, qui motive l'action, puis après ça tombe un peu sur le côté, puis ça devient plutôt une histoire de elle veut quitter, mais lui veut rester parce qu'il est en amour avec une fille. Mais éventuellement, tout ça s'effondre essentiellement, puis plus que ça avance, plus que ça devient ce qui m'était apparu être du chaos pour du chaos. Okay? Puis ça, moi, j'aime pas ça. Fait que c'est ça qui m'a essentiellement embêté dans le film. Alors, il y a un côté que j'ai aimé, qui m'est apparu proche d'un certain théâtre des années 70, par exemple. Je pense à Heiner Müller, là, je pense à les années 70, en tout cas, peu importe, là, mais des matériaux puis tout ça. Ça m'a fait un peu penser à ça. Ça m'a fait penser aussi à Olivier Py. J'avais vu une de ses pièces à un moment donné. Je pense qu'il est français ou suisse ou quelque chose comme ça. Puis c'était quelqu'un qui était réputé pour des pièces où est-ce que c'était justement une surenchère de métaphores poétiques, mais c'était rien que ça. C'était ça mur à mur. Là. C'était 72 références en 1 minute. Fait que ça devient... Désolé de le dire pour M. Py, là, mais... à un moment donné, ça devient fatigant, là, quand c'est rien que ça. Puis le film a ce côté-là. Fait qu'il y a des bons côtés à ça, mais il y a des moins bons côtés à ça. Puis ultimement, dans le film, j'ai un peu trouvé que c'était les moins bons côtés qui l'emportaient, puis que cette exubérance chaotique devenait un peu artificielle ou arbitraire ou vide à un moment donné. Mais en même temps, c'est un peu le propos du film, puisque l'idée, c'est la liberté débridée, laissée à elle-même, donne
le chaos, la dévastation est fini par pas grand-chose de bon pour personne, finalement. Fait que c'est ça. Toujours est-il qu'au début, l'histoire marche plutôt bien, puis certainement au début, comme je disais, j'ai beaucoup aimé ça. C'est un des points forts du film. Le deuxième que je mentionne, ben, je viens de l'évoquer en quelque part, c'est il y a beaucoup de vignettes qui sont à la longue fatigantes. Puis il y en a une en particulier qui a une scène au théâtre qui dure 10 minutes, où est-ce que c'est 10 minutes de bordel. C'est genre 10 minutes de bordel total de n'importe quoi. C'est 10 minutes de carrément toute la ville sur la scène qui parle en même temps, puis qui fait n'importe quoi, puis tu sais, qui s'embrasse, puis les filles se montrent les seins, puis des affaires comme ça, mais c'est 10 minutes de chaos total, là, ok? Ça, c'est une vignette, mais il y en a beaucoup qui sont beaucoup plus efficaces. J'ai évoqué celle avec le fonctionnaire, ça se passe dans une sorte de palais, je pense qu'on tournait ça en Tchécoslovaquie, là, ça ressemble, ça fait un peu palais de Versailles, c'est ce genre de château-là, ils ont tourné les scènes d'administration. Ben, ça marche super bien. Puis justement, là, les interactions avec les personnages, cette vignette-là fonctionne très bien. Il y a une séquence, quelque chose qui est très saisissant dans le film, c'est de temps en temps, on voit un cheval courir dans les rues, puis sur le cheval, il y a quelqu'un qui est attaché, puis il est entièrement momifié, essentiellement, là, comme dans des bandages blancs. Là, puis c'est ça, le cheval est laissé. On fait courir ce cheval-là avec la personne attachée dessus dans les rues de la ville, puis tout le monde le fait comme si c'était entièrement normal. Bon. Puis on mentionne à plusieurs reprises aux gars, sentez-vous bien à l'aise ici, mais arrangez-vous pour jamais tomber malade. Puis on finit par faire le lien, puis j'en dirai pas plus là-dessus, mais ça, là, ça c'est très cool. OK? Ça dure pas longtemps en tout, le truc avec les gens malades, puis le cheval, puis ce sur quoi ça finit par déboucher, là, ce que ça donne à la fin, là, mais la révélation, mais ça, c'est très, très cool. Ça marche très, très bien visuellement, symboliquement, etc. Ça, c'est cool. Puis il y a quand même ça, plusieurs passes comme ça. Il y a une passe où est-ce que, on la voit dans la bande-annonce du film, où est-ce que le personnage de l'artiste là, marche le long d'une rivière, puis là il voit des gens dans des costumes rouges, des gens de longs draps rouges, des robes rouges avec des masques rouges, c'est très 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 bizarre, puis ils sont en train de danser ou de faire une sorte de rituel dans la rivière, c'est incompréhensible, c'est inquiétant, c'est mystérieux, c'est très efficace. Ce truc-là est hyper cool aussi. C'est une autre affaire qui ne dure pas longtemps, mais ça marche. Il y a une séquence où est-ce qu'à un moment donné, il y a une rue complètement détruite. L'émeute est passée par là. C'est comme rempli de débris, de tout ce que vous voulez. Ben, ça aussi, c'est hyper, hyper efficace. Fait qu'il y en a plein des passes comme ça. Il y a une séquence dans un café avec un genre d'échange de philosophes ou d'artistes, des gens qui ont des conversations intellectuelles, mais c'est creux, en fait. Là. Fait que si vous êtes, comment je dirais ça, amateur de conversations philosophiques, vous avez sans doute déjà participé à des conversations comme ça, vous allez reconnaître exactement le truc, là. Fait que ça, c'est bien observé. Puis, il y en aurait d'autres des exemples, là. Je ne les lirai pas toutes, mais j'en ai nommé d'autres, j'en ai listé d'autres. Là. Fait que c'est rempli de bonnes idées, puis de belles images. Là. Il y a une brume jaune à un moment donné qui est assez présente dans certaines images. Là. Bon. Fait que, tu sais, visuellement, ça marche, puis d'un certain point de vue, poétiquement, ça marche. Mais, ben, c'est ça, une des vignettes, c'est la scène du théâtre, là, au milieu, puis même si narrativement, dans le propos du film, ça a sa place, 10 minutes, c'est trop, là, je veux dire, j'avais compris après 2, là, puis c'est là que personnellement, moi, j'ai accroché. Ceci dit, même jusqu'à la fin du film, il y a des bons bouts tout le long, là, puis que ça c'est plutôt cool. Puis la troisième raison que je vais mentionner, puis ça c'est quand même une grande réussite du film, là, c'est que le climat, le passage de l'utopie idéale à la dévastation totale, parce que je vais vous le dire tout de suite, là, ça finit mal pour la ville. Okay. Mais cette transition-là, de tout à l'air d'être absolument merveilleux avec ces gens excentriques mais raffinés, etc. Puis on passe de ça à tout est anéanti. Okay. Ben, c'est extrêmement bien dosé, amené, ficelé, préparé. Puis
quand la destruction finale finit par se produire, c'est mérité. Puis j'ai 2 points de comparaison avec ça pour dire à quel point c'est difficile. Ben, la première, c'est... je vais commencer par la guerre des étoiles. La guerre des étoiles, l'épisode 3. OK? Ben, quand Anakin finit par tomber du côté obscur, j'aime ça, moi, l'épisode 3, la guerre des étoiles. OK? Les préquels, en général, je suis plutôt du genre... Je suis dans le camp des gens qui trouvent que c'est bon. OK? Mais ils ont des défauts, mais c'est bon. Mais un des défauts, justement, par exemple, dans l'épisode 3, c'est quand Anakin tombe du côté obscur, ça fait 6 films qu'on attend ça. C'est le moment crucial de toute la saga. Puis ça passe, tu sais, ça nous est présenté avec une sorte de séquence de montage, puis de... C'est pas bien préparé. OK? Il y a une passe, tu sais, c'est Anakin tout seul dans sa chambre, là, puis il est en train de réfléchir, puis il y a des narrations en voix hors champ, puis tout ça. Puis finalement, il retourne de l'autre bord, puis bing bang, il commence à tuer des Jedi. Là. Mais ça fait que... ça fait un bout que je l'ai vu l'épisode 3, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. C'est mal préparé, c'est mal amené. Ça fait que c'est pas si évident que ça à préparer là, dans le cas d'Anakin, c'est la dévastation morale, si on veut. Puis ici, c'est la dévastation physique, mais c'est aussi une dévastation morale. Puis l'autre comparaison, c'est High Rise. Puis là, c'est vraiment très proche, les 2 films, en vérité. Là. Je pense que c'est 2015, High Rise, avec le gars qui joue Loki, là, qui apparemment parle un grec ancien impeccable. Je le mentionne parce que ça, c'est cool. Fait que c'est ça, dans High Rise, le principal problème au niveau artistique du film, à part le côté nihiliste qui est défendable, si on souscrit à cette thèse-là, c'est pas mon cas, mais ça se défend, le nihilisme, comme point de vue certainement artistique, que tu fais le film que tu veux faire. Mais le problème qu'il y a au niveau artistique dans High Rise, c'est que le gratte-ciel semi-utopique, si on veut, puis ça dégénère en chaos, en cannibalisme à la fin, puis l'orgie totale, les déchets dans les corridors, puis tout ça, là, ça dégénère complètement à la fin. Fait que, mais le problème, c'est que la transition entre c'est sur le bord de tomber, puis c'est l'hécatombe totale, c'est l'apocalypse, ça aussi, ça se passe en genre 2 minutes, là, c'est hyper rapide, là, OK? Puis quand on regarde un film comme High Rise, ben, ce qu'on veut voir, en bonne partie, c'est comment ça passe de le paradis à l'enfer. Okay? Ça se fait pas du jour au lendemain. Dans High Rise, ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. C'est ça. Ah, c'est le jour. Ah, c'est la nuit. Ben, dans notre film d'aujourd'hui, Traumstadt, c'est parfaitement réussi. Parfaitement réussi. C'est limite surprenant quand ça finit par se produire. On le voit venir, mais chaque moment où ça rempire est placé exactement où il doit être, comme il doit être. Ça fait que là-dessus, ça c'est probablement la plus grande réussite du film, honnêtement. C'est comment il réussit cette gradation-là vers un genre de descente aux enfers de cette utopie promise à un destin funeste qui finit par se concrétiser. Alors voilà, donc... Fait que pour ce qui concerne les qualités du film, c'est ça. Puis comme j'ai mentionné, ce que j'ai pas aimé, c'est le côté chaos pour le chaos. Fait que, c'est ça, moi, à un moment donné, j'ai décroché. Mais il y a quand même plein de bons bouts. Il y a une sorte de révolutionnaire, à un moment donné, qui apparaît, puis tout le monde se fout de lui. On finit, je vous vois un punch, mais on finit par peut-être voir la figure du chef de la ville, puis qu'est-ce qui se passe avec lui. J'ai trouvé ça super intéressant. Fait qu'il y a beaucoup de qualités dans le film. Mais... ben, c'est plus une curiosité qu'un film incontournable. Ceci dit, si vous êtes un amateur de dystopie ou de films genre d'auteur des années 70, ben, il y a des bonnes chances que vous trouviez ça intéressant. Si vous avez aimé High Rise, certainement, c'est un bon film pour vous. Et tout ça va m'amener, sans autre transition, à ma fameuse réflexion. Alors, la liberté... Qu'est-ce qui arrive quand on donne aux gens la liberté de faire absolument tout ce qu'ils veulent? C'est la question que pose le film, au moins au premier degré. Et la réponse que le film nous montre, ce que le film illustre, c'est que ça finit mal, évidemment. Si on a une liberté absolue et totale, sans aucune structure extérieure, nous dit le film, si on n'a rien pour encadrer les désirs puis
les impulsions qu'on peut avoir, que les êtres humains ont, ben, la société finit par dégénérer dans le chaos, la dévastation, les caprices à gauche puis à droite, puis tout ça finit par s'effondrer de manière aussi horrible que lamentable. Ben, c'est ça, puis tu sais, on peut penser à des communautés spirituelles un peu comme ça, de Téléma dont j'ai parlé tantôt. Ça n'a pas fini comme dans le film d'aujourd'hui, mais ça s'est pas très bien passé. Puis dans les années 70 au Québec, ici, il y a eu beaucoup dans la lignée des hippies. Il y a beaucoup de gens qui ont fait ce qu'on appelait le retour à la terre. C'était très, très, très populaire. Parce que les gens... c'est pas des communes à la campagne, essentiellement. Puis en général, ça a duré 2-3 ans, puis ça a généralement toujours mal viré, parce que la chicane finit par pogner. Ça se passe pas bien. Tu sais, c'est... Bon, puis, tu sais, les ashrams ou les communautés spirituelles, les centres de yoga, il y a souvent beaucoup de... C'est pas juste du patchouli puis des bénédictions, là. OK? Bon, il se passe bien des affaires en dessous. Ça fait que, ouais, fait que le côté sordide de l'être humain, laissé à lui-même, c'est un thème qui revient quand même assez souvent, puis il y a des nombreuses raisons de porter beaucoup de crédit à cette interprétation-là de comment l'être humain fonctionne, qui est fondamentalement qu'on a un mauvais cœur, qu'on a un cœur, un fond mauvais, puis tu sais, l'homme est un loup pour l'homme, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, ce genre d'expression-là. Mais moi, je suis pas d'accord avec cette interprétation-là, même si c'est évident qu'elle se vérifie dans des tonnes de cas. Sauf que moi, j'ai l'impression que le problème, il se situe pas au niveau où on croit qu'il se situe. Le problème, c'est pas l'être humain en tant que tel. C'est pas le cœur humain en tant que tel, ou la nature humaine en tant que telle. Il y a certainement quelque chose dans la nature humaine, si on veut, qui fait que laisser à lui-même dans une communauté entièrement libre, si on veut, ça a tendance à dégénérer. Okay? Mais j'ai l'impression que c'est pas une tare fondamentale dans le corps humain. C'est là-dessus que je pense qu'il y a une confusion autour de la question de la liberté. Okay. Donc, dans le truc de l'abbaye de Thélème, là, le slogan de la religion de Crowley, en vérité, puis de son abbaye, qui a pris dans Rabelais, c'est « Do what thou wilt shall be the whole of the law ». Hein? Fais ce que veut. Fait que cette question-là de liberté, de volonté, donc de liberté, c'est là où est-ce que la confusion se trouve, puis à mon avis, c'est là où est-ce que la piste de réponse se trouve. Okay? Pourquoi est-ce que les utopies ont tendance à finir de manière catastrophique? Moi, c'est dans cette direction-là que je vous invite à venir avec moi si vous le voulez bien. Alors, je pense que c'est là que la réponse se situe essentiellement. Le film démontre les conséquences d'une certaine liberté débridée. Mais il y a ici une profonde confusion, je viens d'en parler, entre deux significations possibles du mot liberté. Il y a une confusion dans l'usage qu'on fait du mot. Le mot veut dire deux choses distinctes et différentes, qui se ressemblent en apparence, mais qui ne sont pas du tout la même chose. Okay? Puis le problème vient de cette confusion-là. Ce genre de malentendu-là, entre les deux ou trois ou plusieurs significations d'un mot, okay, qui ont l'air d'être la même, mais qui ne sont pas les mêmes, en fait, qui ont des sens très différents, ce genre de confusion-là est très, très, très fréquent et répandu, en fait. Puis, quand on regarde comment la manipulation politique, par exemple, ou religieuse, si on veut, comment les gens se font manipuler, c'est énormément de cette manière-là, en fait. La botte secrète, essentiellement, des manipulateurs, c'est souvent cette question-là de mélanger les différentes significations d'un mot. Puis ici, je pense pas que le réalisateur, M. Schaff, là, est en train d'essayer de manipuler les gens. Je pense pas que c'est ça qui se passe. Je pense que lui-même est prisonnier de cette confusion-là. Puis c'est ça que ça donne. Donc, deux sens de la liberté. Heureusement, ils sont faciles à identifier. Okay. Vous allez voir, là, c'est vraiment pas compliqué du tout. Okay, la nuance est facile à faire. Là, okay? Donc, la distinction est facile à faire. Le premier sens, c'est celui qu'on associe, par exemple, au concept de liberté individuelle. Okay? Donc, les droits et libertés, ce genre de choses-là. Donc, le droit de faire quelque chose. La liberté de parole, la liberté d'expression, la liberté de rassemblement, ce genre de choses-là, les concepts de droits et libertés. Bon. Puis, quand on parle donc de liberté individuelle,
Donc c'est ça, c'est les choses qu'on a le droit de faire en société. Et ça, c'est en opposition aux choses qu'on n'a pas le droit de faire en société. Okay? Les crimes. Puis ça, évidemment, il y a des trucs comme le meurtre, le viol, des trucs horribles, là, OK, mais bon, le vol, puis donc c'est ça, mais il y a aussi, tu sais, pas le droit de traverser la rue entre deux feux verts, vous voyez ce que je veux dire, là. Il y a tout le réseau, toute la série de choses qu'on a le droit de faire, qui sont nos libertés, toute la série de choses qu'on n'a pas le droit de faire, qui sont les choses sans nom, les lois, okay? Le spectre invisible de notre construction sociale. Donc, la liberté dont il est question ici, okay, qu'on prend souvent pour la liberté, si on veut, philosophique, mais la liberté dont il est question ici, c'est un concept légal. Okay? C'est un concept législatif et politique. Par exemple, prenons les États-Unis. Alors, c'est un pays dont tout le discours collectif, toute la légende à travers le monde, là, okay? La raison pour laquelle les gens se tournent vers les États-Unis comme bastion, n'est-ce pas, de l'humanité, là, okay, ben c'est à cause de cette question de liberté. C'est ça le truc. Okay? Quand les Français envoient un monument à la gloire des États-Unis comme cadeau, je pense au 19e siècle, c'est la statue de la liberté. OK? Voilà. Puis je trouve ça intéressant que ce soit les Français qui aient créé ce grand monument de la liberté aux États-Unis. Mais ça, c'est une piste pour un autre jour, mais il y a quelque chose là. Ce qui est certain ici, c'est que, c'est ça, aux États-Unis, c'est le pays de la liberté, hein, Land of the Free. Okay. Puis, mais comment est-ce que ça s'applique? Comment est-ce que c'est vécu culturellement au quotidien, au jour le jour? Ben, regardez les chaînes de nouvelles, lisez leurs magazines, peu importe. Alors, le discours sur la liberté, qui est pris très, très, très au sérieux aux États-Unis, ben, c'est celui qui sert à justifier, par exemple, le droit pour monsieur, madame, tout le monde de porter des mitraillettes en public. Okay? C'est dans leur constitution, le droit de porter des armes. Puis, ouais, la NRA a fait toutes sortes de, j'oserais dire, de manipulations et de tractations politiques pour en venir là, mais néanmoins, c'est ça, les gens se promènent aux États-Unis avec des revolvers, là, puis des bandoulières avec des munitions, puis tout ça, puis des t-shirts écrits, tu sais, Freedom dessus, tu sais, puis, tu sais, quand on voyait Charlton Heston, l'acteur célèbre, le Planète des singes, puis Omega Man, puis tout ça, il a fait Moïse, là. Puis il était porte-parole de la NRA pendant des années, puis tu sais, il se présentait en public, il faisait ses discours en public avec une sorte de fusil entre les mains, puis il disait « From my cold dead hands », tu sais. Donc l'idée était qu'il faudrait le tuer pour arracher cette arme de ses mains. Mais pourquoi est-ce qu'il faudrait faire ça? Parce que c'était son droit sacré d'avoir une arme, et ce droit sacré-là, il est complètement consubstantiel avec la liberté que défendent les États-Unis. Okay? C'est l'idée de liberté et l'idée d'avoir des armes aux États-Unis. Pour beaucoup de gens, c'est la même chose. Là. Okay? Et ça, c'est entre autres parce que c'est dans la Constitution américaine que, c'est sûr même ça a été réinterprété à l'avantage des vendeurs d'armes, mais c'est dans leur Constitution américaine, dans le document légal qui fonde le pays. La liberté, c'est aussi utilisé comme argument aux États-Unis pour justifier l'absence de programme de système de santé universel. Parce que l'idée est que le système de santé aux États-Unis, où tomber malade est une garantie à peu près certaine d'être ruiné, là. Ça peut vous coûter 60 000, 100 000 $ là, si vous tombez malade. Là, okay? Les gens sont fréquemment ruinés là, okay? Par le programme de santé américain. Le meilleur programme de santé au monde. Okay? Ben, quand Obama a tenté de mettre en place une caricature de système de santé universel, c'était un truc qui est un système de santé privé, mais moi-même, je comprends pas le truc. C'est la même affaire qu'avant, mais avec le gouvernement qui paye une partie. J'ai pas compris. Là, okay? Mais c'était pas un système de santé universel. C'est encore un système avec des centaines de compagnies d'assurance qui font fortune sur le dos des gens. Là. Okay? Puis souvent, des compagnies d'assurance privées
qui ne payent pas. Okay, toi, tu les payes pour avoir tes soins de santé. Tes soins de santé, le jour où tu tombes malade, puis ils sont notoires pour ça, les compagnies d'assurance santé américaines, ils sont notoires pour le fait qu'ils ne payent pas les gens. S'ils ne peuvent pas te payer, trouver une manière, là, dans une virgule quelque part, pour te payer, ils ne te payeront pas. OK? Ben, c'est ça. Fait qu'Obama a tenté de présenter une sorte de programme. Ben, ça a été présenté comme un, du communisme, puis deux, une atteinte profonde à la liberté fondamentale des gens. Okay? Un système de santé universel est une atteinte à la liberté. Ben, ouais. OK. Ben, je vous soumettrai humblement que c'est un peu faible comme argument, là. OK? Puis c'est ça, la liberté, ben, il va sans dire que tous les aspects négatifs, c'est ce qu'il faut bien appeler le capitalisme, OK? Avec les écarts, là, déconcertants de richesse entre les riches et les pauvres, puis la pollution, tout ce que vous voulez, là, c'est ça. Tout ça, c'est justifié par un recours à l'idée de la liberté. On remarque qu'en même temps, les États-Unis, pays de la liberté, okay, c'est aussi le champion mondial de l'incarcération de sa population. Je pense que c'est 5% de la population, 1,7 million sur 300 000. J'ai vu différents chiffres tout à l'heure. Mais ils ont le plus haut taux d'incarcération per capita de leur population au monde. Puis les prisons aux États-Unis, c'est, à beaucoup de points de vue, une industrie privée. Donc, il y a un racket où est-ce que les propriétaires de ces prisons-là soudoient des juges. C'est plus ou moins documenté, ouvert. Je veux dire, je n'invente pas ça. Vous ferez un peu de Google si vous voulez, là, mais les propriétaires des prisons privées soudoient les juges, okay, qui sont élus par la population. Okay, puis souvent, qui sont élus par la population qui préfèrent des gens qui vont être tough on crime. Okay, donc, les gens qui vont être le plus sévères possible. Ben, ces juges-là se trouvent à mettre des gens en prison, souvent pour des peines extrêmement longues et extrêmement dures, okay, pour presque rien, des fois. Là, okay? Fait que ça, c'est le pays de la liberté. Okay? Ben, tu sais, puis où les punitions souvent sont extrêmement cruelles, là, je veux dire, encore une fois, les exemples sont... Dans la Constitution, il est écrit, Constitution américaine, que ils n'ont pas le droit d'avoir des « cruel and unusual punishment ». Puis je me suis souvent dit que, manifestement, cruel mais habituel, ça c'est tout à fait acceptable. Je m'excuse, là. Mais, tu sais, c'est ça, le recours de plus en plus fréquent, répandu, systématique de l'isolation, d'être mis au trou, là, OK? Pendant des très longues durées, ben, c'est de la torture psychologique, ça. Okay? Dans la vraie vie, on ne le voit pas comme ça parce qu'on est habitué au concept. Okay? Mais l'idée de mettre quelqu'un en isolation, dans les prisons, là, avec, au cachot, avec aucun contact humain dans le noir pendant... c'est ça. Si ça dure plus que 2-3 semaines, ça mène à des psychoses en général, ça. Okay? Ça aussi, c'est assez bien documenté. Puis c'est pour ça qu'ils ont rajouté ça dans leur programme pénitentiaire, pas juste aux États-Unis, là, mais c'est pour ça que ça fait partie du programme pénitentiaire, là, parce que c'est une torture psychologique qui brise la psyché des gens. Okay. Donc, c'est ça. Puis, finalement, sur Pays de la liberté, ben, c'est aussi, à ma connaissance, la seule démocratie occidentale qui pratique encore la peine de mort. Et la peine de mort, 60% de la population américaine est en faveur de la peine de mort, 27% est très, très, très en faveur, là, farouchement en faveur. Là. C'est un sondage de la Pew Research Center de juin 2021 là, que j'ai lu tout à l'heure. Puis ça se voit dans le discours collectif. Là. Il y a une partie substantielle de la population américaine qui est farouchement là, pro-peine de mort. Là. Okay? C'est ça. Plus un juge se présente comme étant sévère, mieux c'est pour lui. Puis j'ai vu des juges se targuer du nombre de personnes qui avaient fait exécuter, là, être fiers du nombre de personnes qui avaient mis à mort. Ça fait pas penser à Gare aux gorilles, là, la chanson de Georges Brassens. Là. Ça fait qu'est-ce qu'on a ici dans notre concept de liberté? Ben,
c'est la démonstration que c'est ça, il y a la liberté dont on parle ici, OK? Puis encore une fois, qui est très fréquent dans notre conversation de tous les jours, autour de l'idée de la liberté, dans notre langage de tous les jours, quand on pense à la liberté, on mélange souvent celle dont je vais parler dans un instant avec cette liberté-là. Comme on voit dans les conversations, moi j'ai déjà vu assez souvent, là, quand quelqu'un parle sur la place publique, puis il dit quelque chose qui insulte une partie de la population, des fois c'est justifié, des fois ça ne l'est pas, peu importe, mais mettons, on voit assez souvent des gens dire, ou en public, okay? À la télé c'est une chose, mais dans une rencontre en personne, okay? Avec vos copains, mon auditeur et moi, je ne sais pas trop quoi. Puis quelqu'un dit quelque chose dont le consensus voudrait que ce soit extrêmement déplacé, okay? Puis il va choquer les gens. Puis on entend parfois les gens défendre ça au nom de la liberté d'expression. Mais la liberté d'expression, c'est un concept purement légal. C'est tout ce que c'est, là. Okay? Puis la liberté d'expression dit, en gros, ce que c'est comme concept, c'est tu ne vas pas être mis en prison si tu critiques le gouvernement. Grosso modo, c'est ça. À l'époque de la monarchie, il y avait le crime de lèse-majesté, puis c'était précisément, si tu dis du mal du roi, on va te mettre en prison. Il y a un peu comme dans les pays communistes, on entend souvent qu'il y avait ce genre de choses-là. Ben, dans les démocraties, okay, un des principes, c'est qu'il y a la liberté d'expression, donc tu peux dire du mal du gouvernement. Puis ça, les Américains prennent ça très au sérieux. Mais ça demeure un concept légal. Puis c'est ça, comme on le voit, le concept de liberté légale, c'est un concept de permission. Okay? C'est un concept qui n'a de sens que dans un système où il y a l'exercice d'une domination, l'exercice d'un contrôle politique. Okay? Parce que la liberté dont on parle ici, c'est la liberté de l'État. Puis l'État, son pouvoir, c'est il a le droit de te punir. Il a le droit de te mettre en prison. Il a le droit, aux États-Unis, de te mettre à mort. Il peut saisir tes actifs, peu importe. Puis il n'y a rien que tu peux faire. Le dernier recours, c'est lui. Ça fait que s'il décide qu'il te tape dessus, il a le droit. Il met des règles. Il ne les suit pas tout le temps. Mais il met des règles, mais néanmoins, c'est ça. La police dans la rue, elle a le droit de te tuer. Elle a juste le droit de le faire. Elle n'a pas le droit de le faire de manière impunément, là, OK? En principe, mais elle a le droit de le faire. Elle peut te frapper, elle peut te tuer. OK? Ben, ça va juste dans un sens. OK? Ben, ça, c'est le pouvoir de l'État. Ce qui est important ici, c'est que la liberté dont on parle, liberté individuelle, c'est un concept légal, puis le concept légal, ça veut dire qu'il est associé à l'appareil punitif de l'État, okay, qui est son premier et dernier levier de pouvoir. Okay. Ultimement, okay, le pouvoir existe parce qu'il peut te punir. Parce que lui peut te punir, puis toi, tu peux pas. Okay. C'est un rapport de domination. Puis dans ce rapport de domination-là, il vous dit, ben voilà, là, vous êtes chanceux, vous avez des libertés. Mais ce n'est pas des libertés, c'est des permissions qui peut te retirer à n'importe quel moment, ce qu'il fait dès que ça l'arrange. Fait que c'est ça, les libertés individuelles qu'on nous accorde, on les a quand tout va bien. Okay? On les a quand ça ne coûte rien au régime. On les a quand ça va. Mais c'est ça, c'est pas une liberté fondamentale. La Constitution américaine dit, oui, Dieu nous a donné ses droits inaliénables, mais la phrase d'après, il dit que le gouvernement défend et protège. Mais en vérité, ce qu'on vient de voir, c'est le contraire qui se passe. OK? Il commence par interdire. Il ne défend pas tes libertés, le gouvernement. C'est le contraire. Il les encarcane. Okay? Il les cloisonne dans un espace où tu as le droit de faire ce que tu veux tant que ça ne dépasse pas ces limites-là. Puis, c'est ça, ces limites-là peuvent être modifiées à n'importe quel moment, le sont fréquemment, puis toutes ces permissions-là, ces droits-là peuvent être retirés n'importe quand. Fait que ça, c'est la liberté dans le langage courant. C'est le cadeau de la main droite du roi. La main gauche étant celle avec laquelle il te donne des taloches et signe ton arrêt de mort. Donc c'est ça. Voilà le carré de sable où vous pouvez jouer tant que vous restez sage. Puis
comme je l'ai évoqué, peut-être que dans la société où est-ce qu'on vit, peut-être que de telles limites sont nécessaires. Peut-être. Ça se défend. Okay. Mais ce n'est que par licence poétique qu'on leur donne le nom de liberté. Elles ont le goût de la liberté, le goût lointain de la liberté. Comme les boissons gazeuses à l'orange, avec un parfum chimique d'orange puis un dessin d'orange sur l'étiquette. Là. Okay. Cette ressemblance-là avec la liberté. Ce sont ces limites-là qui sont abolies dans Traunstedt. Les citoyens y sont libres parce qu'il n'y a plus ce genre de contraintes-là. Puis dans le film, ça dégénère. Bon. Mais le fait est que, ça m'amène à la deuxième définition de liberté, le fait est que nous avons tous la liberté de refuser ces contraintes-là. Il y a des lois, mais on peut toujours choisir de ne pas les suivre. On peut le faire, là. Pas que ce soit forcément une bonne idée, pas que ça va nous rendre plus heureux, OK? Qu'il y ait une punition ou qu'il n'y en ait pas. Puis beaucoup de lois, que les autorités abusent d'elles ou pas, ont une raison d'être entièrement justifiable, pas juste des gros trucs, là. Je veux dire, les limites de vitesse en zone résidentielle, c'est rempli de bon sens, OK? Ce qu'ils en font après, bon, c'est un service de taxe indirecte parce que, bon, ils s'en servent pour collecter des fonds pour la ville, mais néanmoins, il y a des limites de vitesse dans les zones scolaires. Ouais, OK, ça a de l'allure, là. OK, la réglementation de ce qu'on met dans les aliments, OK, pas mettre de plomb comme colorant dans la bouffe, là. Ce qui se faisait en Angleterre au 19e siècle, là, incidemment. Okay, l'altération alimentaire, c'était très répandu. Donc, c'est ça, la réglementation de ce qu'on met dans les aliments. Ben oui, ça se fait par des lois, c'est rempli de bon sens. Les lois qui régissent le trafic aérien, c'est pas excitant, mais j'ai un de mes amis qui travaille dans ce domaine-là. C'est rempli de bon sens, là, OK? Fait que, ouais, mais que ces lois-là soient justifiées ou pas, valides ou pas, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, OK? Qu'il y ait une punition ou qu'il n'y en ait pas, comme être humain, on a la possibilité, okay, on a le pouvoir, le God-given right, pour citer la Constitution américaine, si on veut. On peut, si on veut, obéir ou ne pas obéir à ces lois-là. On est libre de le faire. Ça ne dépend que de nous. Il se peut que nous n'aimions pas les conséquences si on brise telle ou telle loi. Okay? Mais ça ne change rien au fait qu'on a cette liberté-là. Okay? On a la capacité de le faire. Il y a des paquets de lois, en vérité, que ben, du monde ne suit pas. Là. Okay? Regardez les films piratés sur YouTube. D'ailleurs, le film Traunstedt, il est sur YouTube. Si vous voulez le voir, la copie n'est pas terrible. Là, mais c'est ça, quand c'est le film qui est sur YouTube, les trucs frauduleux qu'il y a sur Amazon, tu sais, voilà, les exemples sont faciles à trouver, là, de trucs qui sont illégaux, mais auxquels personne obéit, traverser la rue au mauvais endroit. Bon, cette liberté-là, donc, que moi j'ai d'obéir ou de ne pas obéir à une loi, cette liberté-là ne vient pas d'une autorité extérieure qui m'a mis dans un carré de sable et qui m'a dit « fais ça, fais pas ça okay. ». Puis qui m'a dit « voici tes libertés ». C'est ce que lui appelle mes libertés. Ma liberté, je l'ai déjà. J'ai la liberté de le croire ou pas le croire. Okay. J'ai la liberté de lui obéir ou de lui désobéir, mais le fait est que je l'ai la liberté. Personne m'oblige réellement à obéir à l'autorité du roi ou du président ou du pape ou n'importe quoi. Cette liberté, qui ne vient pas d'une autorité extérieure, mais de mon autorité personnelle propre à moi, cette liberté-là n'a aucune limite. Elle est absolue et totale. C'est la vraie liberté et on l'a tout le temps, toujours, maintenant. Elle a, avouons-le, quelque chose de vertigineux, et pour ainsi dire, quelque chose de terrifiant, là, parce qu'on peut vraiment faire absolument n'importe quoi. Puis c'est rassurant de dire, ah oui, l'État va me punir si, si je fais la mauvaise chose. Il va me servir de conscience.
à quel prix on est rassuré de cette façon-là? Oui, l'État peut imposer les goulags, les camps de concentration, les exécutions les plus spectaculaires, les punitions extravagantes, là, parfois que l'État peut imposer aux gens. Ben ouais, ça a un effet drastique sur les permissions qu'ils m'accordent, ça a un effet drastique sur... Ça peut avoir un effet drastique sur comment est-ce que moi je vis ma vie, là, que les gens en prison, les gens dans un cachot, là, qui sont au trou depuis 6 mois, qui n'ont pas vu personne, ça a un effet sur leur vie, là. Puis ouais, à un moment donné, il y a des bonnes chances de virer fou, là, bon. Mais même pour quelqu'un en prison, c'est plate à dire en vérité, mais même là, il y a la liberté fondamentale que moi j'ai, ma liberté d'être humain. Ben ça, il n'y a rien que l'État peut faire pour me l'empêcher. Il peut briser ma volonté, c'est la fonction de la prison, en vérité, de briser les volontés. Pareil comme la répression, la guerre ou n'importe quoi, c'est de briser le désir de désobéir. C'est de faire tellement mal aux gens, de créer un traumatisme tellement profond sur la durée, sur les générations souvent, que la personne oublie, n'ose plus entrer en contact avec la partie d'elle-même qui sait qu'elle n'est pas obligée d'obéir au nouveau patron. Puis à ce moment-là, le nouveau patron, le boss, il peut très très bien se présenter comme ton ami souriant avec une tape dans le dos. C'est fréquent, c'est hyper répandu. Là. Okay. Un coup qui t'a brisé, il devient ton ami. Tant que tu restes brisé. Ceci dit, on peut guérir de ce niveau-là de blessure. Puis c'est étonnant, en fait, à quel point, pas que c'est facile, mais à quel point, quand on est dans une sorte de processus comme ça, par exemple, de guérison de traumatisme, parce qu'ultimement, c'est ça dont on parle, c'est impressionnant de voir à quel point, oui, il y a d'extraordinaires, de prodigieuses résistances, là, intérieure, extérieure, etc. Mais la partie de nous qu'on a brisée, à moins d'avoir complètement anéanti la psyché de quelqu'un, là, en milieu carcéral, ça arrive des fois. Mais que la personne est essentiellement devenue un légume. Là, okay, encore une fois, c'est un sujet extrême pour un autre jour, là, okay, de virer, de transformer quelqu'un en Syd Barrett, essentiellement, là, tellement blessé que la personne ne s'en remet jamais. Là, ça se fait. Là, tu peux briser quelqu'un à ce niveau-là. Mais règle générale, la vie veut vivre, puis la partie de nous la plus profonde, qui est le siège, j'oserais dire, de notre liberté véritable, ben, tout le temps là, en fait. Puis, c'est ça, la question ici, c'est ça, tout ça revient à dire que peu importe le niveau de menace ou de punition que l'État ou l'entité qui me contrôle peu importe le niveau de contrôle qu'elle peut essayer d'exercer sur ma liberté, en dernière analyse, tout ce qu'elle peut faire, c'est me convaincre de choisir librement, de suivre sa volonté à elle, essentiellement. Okay? Ça demeure un exercice de ma liberté. Okay? Puis elle fait ça en nous faisant tellement mal que beaucoup de gens choisissent d'aller dans cette direction-là, ou sont tellement traumatisés qu'ils ont tellement acquis une mauvaise image d'eux-mêmes que ils vont obéir dans les couples, les relations abusives, par exemple. C'est très fréquent, ça. Okay. Bon. Mais malgré tout ça, ultimement, c'est toujours quand même moi qui décide librement. Puis je peux décider de dire, OK, ben tirez-moi dessus si vous voulez, mais moi je fais pas ça. Okay, je pense aux Chinois à la place Tiananmen dans les années 80, là, okay, devant le char d'assaut. Il l'a fait, lui. Ben, si lui l'a fait, toi, tu peux le faire, là. Un être humain, c'est un être humain, là. Okay. Mais c'est ça, ce niveau-là de liberté, tout le monde, là. Okay? Puis c'est ça, ultimement, on ne peut pas nous l'enlever. Cette liberté-là, c'est donc l'expression de ma volonté personnelle à moi. Fait que la question, en fait, c'est, OK, c'est quoi ma volonté à moi? Parce que quelqu'un qui met un contrôle sur ta liberté, okay, qui circonscrit ta liberté, c'est parce que lui veut imposer sa volonté. Il veut t'imposer sa volonté. Il veut que tu agisses conformément à sa volonté. Elle, lui, travaille pour lui, il fait ce qu'il veut. Bon. Être libre, ça veut dire pouvoir agir de manière conforme à notre propre volonté. Puis la grosse question, puis le gros problème, en vérité, c'est là qu'il est. Okay? Qu'est-ce que je veux?
comment est-ce que je fais pour savoir qu'est-ce que je veux réellement? C'est la question de la volonté individuelle, du libre arbitre. D'où viennent mes désirs? Lesquels sont à moi? Est-ce que je suis certain qu'ils sont tous à moi? Est-ce qu'il y en a qui ne le sont pas, etc. À 20 ans, Jean-Sébastien Bach a traversé l'Allemagne à pied. Il a fait 250 km à pied pour voir jouer Buxtehude. C'est un grand maître du contrepoint de la génération d'avant, Jean-Sébastien Bach, là, son idole. Fait qu'il voulait le voir jouer, il voulait l'entendre jouer. Okay. Fait qu'il a traversé l'Allemagne à pied. Pourquoi? Parce qu'il voulait faire de la musique. Cette semaine, je me suis acheté un paquet de chips. Des croustilles pour mes amis français. Ben, est-ce que le désir qui s'exprime vient de la même place? Pas juste que c'est pas le même niveau de profondeur, mais est-ce qu'il vient de la même place à l'intérieur de moi? OK, ben clairement non. OK? Mais il y a des exemples beaucoup plus difficiles à départager, puis la plupart, moi je pense, de nos impulsions, de nos désirs, de ce qu'on croit qui sont nos actes de volonté, appartiennent à cette zone grise-là. Puis un exemple, par exemple, c'est Monsieur Untel, le jeune Monsieur Untel de 18-20 ans, va étudier en médecine, parce que ça fait 7 ou 8 générations que tous les enfants dans sa famille étudient en médecine. Tout le monde est médecin. Mon oncle est médecin, ma tante est médecin, tout le monde est médecin. Fait qu'il va étudier en médecine. Est-ce que c'est l'expression de sa volonté à lui? Une bien bonne question. Parce que peut-être que oui, puis peut-être que pas. Puis peut-être que ce l'est fondamentalement, peut-être qu'il veut être médecin, mais qu'en même temps, il le fait en partie parce qu'il y a des pressions extérieures. Puis ça, c'est pas sa volonté à lui. Okay, la pression familiale, etc. Une partie de nos désirs est le reflet de quelque chose en nous de profond, plus ou moins profond, mais nos vrais désirs, la vraie expression de notre liberté, c'est l'expression de quelque chose de vraiment fondamental en nous, qu'on doit absolument faire. Moi, je fais de la musique parce qu'il faut que j'en fasse, là. Puis, c'est ça, si vous avez une pratique artistique quelconque, là, c'est souvent présenté avec un mélange de cette idée-là, là, de je fais de la musique parce qu'il faut que j'en fasse, avec un mélange d'admiration et de ressentiment. Là. Il y a un mélange d'amour-haine dans notre relation avec les artistes. Puis, c'est ça, il fait ça parce que c'est l'artiste qui fait de la musique parce qu'il doit en faire. Puis, en pratique, c'est plus compliqué que ça parce que ça prend quand même la discipline, puis tout ça, il y a toute une série d'enjeux là-dessus. Mais fondamentalement, moi, une des affaires que je fais dans la musique, dans la vie, c'est faire de la musique. Puis, j'ai pas le choix d'en faire. Je suis venu sur Terre, entre autres, pour faire ça. Fait que ça, c'est l'expression, en bonne partie, de ma volonté. Donc, puis, je mentionne en parenthèse que faire ces vidéos-là est clairement, à mon avis, c'est une parenthèse personnelle, l'expression d'une partie de ma volonté. Mais je suis pas certain laquelle. À quel niveau ça se trouve? Mais c'est ça, je le trouve en faisant les vidéos en même temps. Mais c'est ça, une partie de nos décisions vient notre moi profond, OK? Notre vraie volonté, le choué, le téléma, c'est ça que ça veut dire. Okay? Puis une partie vient de nos appétits, nos désirs, comme ça, je vais m'acheter un paquet de chips, mais dans acheter le paquet de chips, il y a la publicité, il y a une série d'affaires émotives, tout un paquet d'affaires. Bon, il n'y a pas juste que j'avais faim, il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps là-dedans, c'est ça. Mais dans la zone grise, ben c'est ça, il y a comme mon médecin, ou bon, peu importe, là, je sais pas, militer pour un parti politique, là, peut-être, là, ben souvent, les gens vont rejoindre une cause parce qu'ils reconnaissent là quelque chose que veulent exprimer, mais le parti ou le mouvement, peu importe, est souvent l'expression de tendances contradictoires ou il ne se passe pas juste la défense des droits individuels ou que sais-je, okay, dans un mouvement. Le mouvement antiraciste n'exprime pas que l'antiracisme. Il se passe bien des affaires. Je donne cet exemple-là parce qu'il est facile. Mais c'est ça, n'importe quelle
mouvements collectifs auxquels on peut se rallier. Les anarchistes, par exemple, j'ai mentionné tantôt, ben c'est ça, là, si vous rencontrez des anarchistes, il y en a qui sont très cool, là, mais il y en a clairement qui se passent beaucoup d'affaires qui ne sont pas uniquement philosophiques. Là. OK, vous voyez ce que je veux dire. C'est normal, on est des êtres humains, on ressent des choses dans nous, on ne sait pas exactement comment les exprimer, on cherche la meilleure manière. OK. Fait que ça prend, c'est ça, on prend le meilleur moyen qu'on peut trouver, mais il y a beaucoup de confusion là-dedans, puis cette confusion-là, c'est ça, elle est en bonne partie, elle se trouve dans cette zone-là où est-ce que ma volonté à moi est pas claire, puis elle est obscurcie par un paquet d'influences de ma famille, de la société, de mes amis, des histoires que j'ai vécues dans ma vie, des traumatismes, etc. Puis encore une fois, souvent, ça remonte à de nombreuses générations. Ça peut remonter à très, très loin, là, très, très loin. Là. La plupart de nos décisions viennent de cette zone grise. On a des impulsions, mais on ne sait pas toujours pourquoi ni d'où ces impulsions-là viennent. Puis ça nous crée toutes sortes d'ennuis. Fait que si on prend la crise de la quarantaine, les gars, souvent les gars, OK, quand ils pognent 40 quelques, on a très souvent la fameuse crise de la quarantaine. OK? Puis qu'est-ce que c'est en vérité? C'est « Oh mon Dieu, je viens de passer 20-30 ans à vivre la vie de quelqu'un d'autre, puis à ne pas faire ce que je voulais faire, parce que j'ai fait tout ce qu'on m'a dit de faire, ce que je pensais que je devais faire, puis je suis malheureux comme une pierre, j'ai pas ce que je veux, puis j'ai pas fait ce que je voulais. » Crise de la quarantaine. Fait que là, ouais, ils s'achètent une voiture, ou ils se trouvent une maîtresse de 20 ans, ou peu importe, ou ils font du bateau, puis c'est ridiculisé, ça. OK? C'est une blague, la crise de la quarantaine. On méprise les hommes dans leur quarantaine qui ont la crise de la quarantaine. Puis je pense que on fait ça parce que c'est plus facile de le ridiculiser que de reconnaître le tragique profond que ça exprime chez ces gens-là. Okay? Puis que ça exprime de manière tellement systématique que ça en est devenu un cliché, la crise de la quarantaine. Fait que qu'est-ce que ça nous dit sur notre société, puis sur ce qu'elle nous dit qu'on doit être, OK? Comment est-ce qu'on doit être en société? Que les gens qui obéissent aux lois, puis au discours. Puis incidemment, les gens dans le crime organisé, là, mettons, ce que moi j'ai entendu, là, okay, eux, ils désobéissent aux lois, mais ils ont un réseau d'histoires qui se racontent collectivement par rapport à l'honneur puis tout ça. Puis il se passe un peu la même chose, où est-ce que bien souvent ils se rendent compte qu'ils se sont fait monter en bateau essentiellement. Puis, tu sais, trouver là, le refuge, OK, que vous croyez qui existe dans cette société-là, où vous pourrez exprimer librement, où l'histoire qui est racontée collectivement va ressembler à vos aspirations profondes. Puis, règle générale, vous allez trouver un autre endroit, à mon avis, où est-ce que vous risquez de vous perdre. Les moyens qu'on a pour s'exprimer individuellement dans les sociétés qu'on a à notre époque, ben, créer par exemple la crise de la quarantaine, c'est ça, ne nous rendent pas heureux ou rarement heureux. C'est parce que je pense que c'est tenter d'imposer de l'extérieur une définition de qui on est réellement qui n'est pas conforme à qui on est réellement. Okay? Même quand c'est bien intentionné, ça demeure ça. Okay? Puis, ce que je dis là, ça fait partie du discours de la société, là, sois toi-même. Mais la manière qu'on nous dit d'être nous-mêmes renforce le problème que je décris. Encore une fois, la société nous dit « sois toi-même », mais c'est pas ce qu'elle veut. Elle veut que tu fasses pareil comme tout le monde. Okay. Sois toi-même tant que tu as la job, la maison, puis tout le reste. Là, que tu vas voter comme un bon citoyen, puis tout le reste. Okay. C'est ça. Sois toi-même dans le carré de sable. Donc, cette voie-là ne nous mène pas là où nous voulons aller, si nous voulons aller vers une vie heureuse, propre à exprimer ce que nous portons réellement en dedans de nous, ce que nous sommes venus sur Terre pour accomplir, pour faire, pour vivre. Okay. Donc, d'où l'importance d'apprendre à découvrir la personne que nous sommes réellement. La personne dont la volonté véritable cherche à s'exprimer. Okay.
dont la liberté et l'expression. L'affaire probablement dont je parle le plus souvent dans toutes ces discussions-là, c'est énormément ça que je fais, c'est principalement ça que je fais en vérité. Ben, la fonction de tout ça, en bonne partie, c'est trouver la personne réelle qu'on trouve en dedans de nous-mêmes, c'est écarter les fausses histoires qu'on se raconte, les histoires inconscientes, les manipulations politiques, ou peu importe, la fonction, c'est trouver la personne véritable qu'on est à l'intérieur. Puis c'est pour ça que je parle autant, par exemple, du fameux processus d'individuation de Jung, parce que c'est ça que ça décrit. Mais, tu sais, Aleister Crowley, bon, ben, c'est un magicien cérémoniel. Ben, la fonction de la magie cérémonielle, c'est ça. OK. Le Holy Guardian Angel, OK, dont parle par exemple Crowley, c'est une expression qu'il a repris de différents occultistes au 19e siècle, OK, ben, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, c'est le daimon de Socrate. Essentiellement, c'est entrer en contact avec le moi profond. C'est découvrir qui on est réellement. Puis ça fait spirituel et New Age parce que, ben, spirituel, en vérité, ça l'est un peu. Vous pouvez être athée quand même, là, mais ça a une partie de ce qui tombe dans la catégorie spirituelle. Puis ça fait New Age parce que tout ce qui est spirituel puis qui ne tombe pas dans les boîtes religieuses est mis dans le rayon de la bibliothèque New Age. Fait que, OK. Mais la réalité, psychologiquement, c'est ça que c'est. Puis dans la partie psychologique, dans la dimension intérieure, il y a quelque chose comme quelque chose de spirituel. Puis à peu près tout le monde qui fait ce genre d'expérience-là va s'en rendre compte. OK? Bon, c'est ça. Mais après ça, il y en a qui détournent ça pour vous faire adhérer à telle ou telle autre religion. Puis ça, moi, je réprouve ça formellement. Mais le fait est qu'il y a absolument une dimension spirituelle fondamentale à ce travail-là, de découvrir qui on est réellement. Ça n'en fait partie. Okay. C'est ça, c'est la quête de la pierre philosophale, le truc des alchimistes, etc. Mais au niveau prosaïque, là, si on veut plancher des vaches, ben c'est ça. Ce qu'on est en train de faire quand on fait ça, en bonne partie, c'est éliminer les idées fausses qu'on a sur nous-mêmes. Toutes les histoires qu'on croit sur nous-mêmes, sans s'en rendre compte. Les affaires qu'on prend pour acquis. Puis souvent, c'est des... Le nerf de ça, en bonne partie, ce qui fait que ça tient en bonne partie, c'est des émotions logées dans notre corps, puis, tu sais, il y a un lien avec le corps, les émotions, puis les histoires qu'on se raconte. Dans mon fameux bouquin, Trame narrative, sur lequel je travaille, c'est entre autres de ça dont je parle. On a des histoires qu'on se raconte sur qui on est, sur ce qu'on fait, sur pourquoi on le fait, puis la plupart de ces histoires-là ont peu ou aucun lien avec qui on est réellement, puis qui on veut réellement. Il y en a beaucoup qui viennent, par exemple, de traumatismes ou d'affaires qu'on a appris quand on était petit, ou de manipulations à gauche puis à droite, les manipulations sociales, la question de liberté, par exemple, c'est répété à gauche puis à droite par tout le monde depuis 200 ans, là, sur la liberté, la démocratie. Pourquoi ils ont appelé ça démocratie? Parce que symboliquement, ça voulait dire quelque chose, mais symboliquement, ça exprimait quelque chose dans l'esprit des gens. Mais ce que ça exprime dans l'esprit des gens, est-ce que c'est la même chose que ce que c'est en réalité? Puis ça pourrait-il que la confusion soit pas entièrement accidentelle? Mais ça en est de la manipulation. Puis nous qui essayons de comprendre le monde avec ces histoires-là, qu'on porte en dedans nous sans s'en rendre compte, ben c'est pas étonnant qu'on soit mélangés, là. OK? Fait que c'est ça. Donc, toutes ces histoires-là, il y en a dans ces histoires-là, dans nos comportements, dans les histoires inconscientes qu'on se raconte, qui sont l'expression plus ou moins fidèle de nos aspirations. Comme mon gars qui veut apprendre la médecine dont j'ai parlé tantôt, peut-être qu'il veut être médecin, mais peut-être qu'il veut juste guérir quelque chose. Peut-être que l'impulsion profonde, c'est travail de guérison, puis peut-être que finalement, sa mission profonde, c'est travailler avec les plantes, que sais-je, genre, tu sais, les arbres malades, là, ça pourrait être une affaire de même, je sais pas, là, OK, mais c'est ça, le lien souvent entre le moyen qu'on utilise pour exprimer notre désir profond, puis la nature réelle de ce désir-là, souvent le lien est assez, on va dire, poétique, là, OK. Ça, on prend sur le coup le meilleur moyen qu'on peut trouver jusqu'à temps qu'on en trouve un meilleur. Puis à ce moment-là, c'est que c'est utile de se débarrasser de l'ancienne histoire. C'est assez douloureux de le faire souvent, mais voilà. Puis c'est douloureux en partie parce que ça ramène à la surface des blessures qu'on porte depuis un bon moment. Puis très souvent, les histoires qu'on raconte viennent de ces blessures-là. C'est une manière de justifier ces blessures-là. OK,
l'enfant maltraité, par exemple, l'enfant qui a été battu, par exemple, va s'inventer une histoire pour justifier ça. Les comportements que les adultes qui ont été des enfants abusés ont viennent souvent des histoires qui ont dû se raconter pour survivre quand ils étaient petits. Okay? Là, des récits qui entretiennent la haine de soi, okay? la honte de soi. Puis ça, incidemment, dans le fait d'être colonisé, là, ou d'être la honte collective, qui est extrêmement répandue chez les Québécois, par exemple, c'est atroce. Là. Okay? Puis il y a beaucoup de gens qui utilisent ça, qui abusent de ça, j'oserais dire. C'est pas cool. Là. Mais ça vient de ça, ça vient de blessures collectives sur une longue période. Là, okay, puis ça crée un climat où est-ce qu'on se raconte une histoire, encore une fois, certainement dans le cas de l'abus, des relations abusives. Bien, si vous êtes dans une relation abusive pendant assez longtemps, vous finissez par vous raconter une histoire qui est que vous méritez ce que vous vivez. Là, okay. Il y a une partie de vous qui le mérite essentiellement. Fait que ce genre d'histoire-là, ce genre de processus psychique-là. Fait que, ouais, certainement, quand on est un enfant, puis qu'on s'invente cette histoire-là pour survivre, quand on est petit, puis on dépend de nos parents qui nous battent ou qui nous maltraitent, on dépend d'eux autres pour manger, pour survivre, bien, ouais, là c'est une question de survie de se raconter cette histoire-là. Mais rendu adulte, on a tendance à continuer à la raconter, puis ça, c'est juste un exemple, puis c'est ça qui nous met dans le trouble. Fait que ces histoires-là, puis toutes les histoires qu'on se raconte en vérité qui sont inconscientes, bien, tant qu'elles demeurent inconscientes, ce sont ces histoires-là qui mènent nos vies. Carl Jung, tant que l'inconscient n'est pas ramené à la surface, ce sera lui qui mènera votre vie et vous appellerez cela le destin. N'est-ce pas? Fait que c'est ça qui se passe ici. Puis tant que ça se passe, tant qu'on est motivé par nos histoires inconscientes, croyant être conscient, mais en vérité mus par nos histoires inconscientes, okay? Ben, tant que c'est ça qui se passe dans nos vies, on n'est pas libre. Puis ça, c'est la vie d'à peu près tout le monde. Là. Ça fait ça, moi y compris. Là. Okay? C'est ça. Puis le processus, en bonne partie d'individuation, c'est défaire ça. Il n'y a pas que ça, mais c'est une grosse partie de ce qui se passe en cours de route. Là. Une grosse partie du travail, c'est ça. C'est ça, tant qu'on a ces histoires inconscientes-là qu'on traîne en dedans de nous, on est prisonnier des histoires qu'on se raconte. Alors, là j'achève, supprimer toutes les lois, comme on voit dans le film par exemple. Supprimer toutes les lois ne peut pas nous libérer. Même abolir la tyrannie, oui, ok, pour un peuple dominé, ça correspond à quelque chose. Mais même là, le peuple dominé est dominé parce qu'il accepte sa domination. Il l'accepte parce que sa volonté est brisée, mais il l'accepte. Il porte en lui la capacité de faire un autre choix, même s'il est douloureux et difficile. Puis le travail, il est là. Donc c'est ça, supprimer toutes les lois ne peut pas nous libérer parce que les lois n'ont aucun lien avec notre liberté. Notre vraie liberté, l'expression de notre moi véritable. Parce que cette expression-là vient dans nous. Puis la liberté de l'État, c'est un truc de l'extérieur, c'est quelqu'un qui c'est un contrôle extérieur, c'est un concept extérieur, c'est des mots sur une feuille. Ça n'a aucun rapport, c'est une abstraction. C'est un cadre législatif. Ce n'est pas moi, ce n'est pas ma volonté, ce n'est pas ma liberté. Ma liberté fondamentale à moi, que personne ne peut m'enlever, qui est la même que la vôtre, c'est l'expression de ma nature profonde. Puis ma nature profonde est un aspect de ma liberté. Les deux sont consubstantiels. Les deux sont deux aspects de la même chose, qui est qui je suis réellement à l'intérieur de moi. Bien souvent sans le savoir. Alors, abolir les interdictions peut nous faire goûter toutes sortes de plaisirs. Ce sont ceux de l'adolescent qui quitte le foyer parental pour se ramasser en appartement pour la première fois. Là, il fait le party. Puis ouais, c'est amusant, c'est défoulant, c'est un peu vide en même temps, mais il y a des plaisirs là-dedans, ça peut être plaisant. Puis on peut suivre ce courant-là toute sa vie, si on veut. Il y en a qui le font. Il y en a peut-être même dont c'est l'expression de leur volonté, qui sait.
Puis, ce qui est certain, c'est qu'on est libre de faire ça. On est libre de jouer à l'adolescent attardé toute notre vie, okay, qui vient de quitter le foyer parental. Mais si on fait ça, si on prend la liberté uniquement comme « Ah, il n'y a plus de contrôle, je fais ce que je veux », bien, si on le prend uniquement comme ça, on risque d'obtenir des résultats pas uniquement plaisants en bout de ligne, puis ça risque un peu de donner quelque chose plus ou moins comme ce qu'on voit dans le film d'aujourd'hui, en Darmstadt. L'enjeu véritable n'est donc pas de chercher avant tout à abolir les limites extérieures à ma liberté. Oui, certaines sont injustes. Oui, on peut consacrer sa vie à les abolir, chercher à les abolir. Puis oui, ça peut absolument être une noble cause, okay, de chercher à abolir les contraintes extérieures à ma liberté. Mais, puis là c'est vrai que j'achève, pourquoi, mettons que je consacre toute ma vie à abolir une loi injuste, par exemple, ben pourquoi est-ce que moi je le fais? Pourquoi est-ce que je fais ça? D'où vient vraiment mon désir? Est-ce qu'il vient de moi, de mon moi profond? Est-ce qu'il vient de ma famille? Est-ce qu'il vient de mon entourage? Est-ce qu'il vient de mes frustrations? Est-ce que c'est une projection d'autre chose complètement? Okay. Un transfert de trucs qui sont arrivés dans ma famille puis que je transpose dans cette histoire-là. Puis, quel résultat est-ce que je peux espérer obtenir si je ne suis pas capable de faire la distinction? Si, en partie, mettons, mon combat contre cette loi inique est entièrement et en partie motivé par mon moi profond, dont c'est la mission sacrée, mais en même temps contaminé par toute une série de blessures, puis d'histoires inconscientes, puis de traumatismes non résolus qui ne peuvent pas aller dans le sens d'aider la cause qui me tient tant à cœur. Puis moi, je pense que c'est ça qui donne, c'est ça l'explication de pourquoi les utopies s'effondrent en vérité. C'est parce que, ouais, le désir d'utopie peut être très sincère dans bien des cas, pas tout le temps, mais dans bien des cas. Okay, les communes anarchistes ou les ashrams dont je parlais, ben, les gens qui se ramassent là, souvent, il y a une aspiration véritable, okay? Mais elle est mélangée avec, autant chez les dirigeants que chez les fidèles, si on veut, elle est mélangée par tout un réseau là, c'est ça, d'histoires inconscientes, puis d'émotions refoulées, puis de trucs comme ça qui font que, c'est ça, il n'y a pas que l'intention pure qui s'exprime, il y a toutes ces autres affaires-là qui sont dedans aussi, puis qui cherchent à s'exprimer pour être résolues, mais si elles s'expriment en même temps que le désir d'utopie, ce qu'on voit, c'est que c'est jamais l'utopie qui gagne. C'est toujours ces affaires-là non résolues là, qui gagnent. Okay. Il faut faire le travail intérieur. Il faut trouver notre moi véritable. Il faut le guérir, le soulager de tout ce fardeau-là pour vraiment être à même d'accomplir les missions qu'on veut accomplir. Que ce soit écrire des symphonies ou élever des enfants ou avoir un jardin, c'est pas important, c'est quoi. L'enjeu fondamental, donc, n'est pas une affaire de liberté. Parce que je suis libre. Je ne peux être que libre. Je ne serai jamais rien d'autre qu'entièrement libre. Les seules limites à ma liberté, ce sont celles que moi, je m'impose, par ignorance de qui je suis, de ce qui se trouve sous mes histoires inconscientes, de mes suppositions sur le monde. C'est ça, des histoires que j'ai acceptées, consciemment ou inconsciemment, de croire et de porter en moi. Ça, c'est les limites à ma liberté. Mais c'est ça, les limites à ma liberté sont encore l'expression de ma liberté. Je suis libre. Je suis toujours libre d'être moi. Mais pour exercer ce pouvoir sacré, je dois pouvoir répondre à moi-même, seul arbitre et juge de mes décisions. À cette question, la question véritable. Qui est-ce que je suis? Qui est-ce que je suis vraiment?
Ça, c'est la question. Puis ça, c'est ma réflexion pour aujourd'hui. Point d'info rapide, je remercie avant tout, ben c'est ça, je suis en train d'écrire mon fameux bouquin, Trame narrative. J'ai un GoFundMe. Je remercie Damien cette semaine qui a fait une contribution extrêmement généreuse. Je te remercie beaucoup. Donc, je pensais t'appeler Damien la bénédiction. Référence au film. Là. Regarde, merci. OK? Merci beaucoup. Puis merci à Guillaume, merci Jean, merci Stéphane qui avait contribué jusqu'ici. Donc, vous êtes les quatre piliers, là. Donc, merci du fond du cœur. Et ben, c'est ça, le bouquin, en gros, c'est une prolongation de ce dont je parle aujourd'hui, là, fait que c'est ça, là, regarde, là, les histoires inconscientes qu'on se raconte, comment s'en libérer, je parle du corps, je parle des traumatismes, je parle des histoires collectives. En gros, c'est ça. Fait que si vous voulez m'aider ou si vous voulez juste soutenir mon travail pour n'importe quelle raison, de n'importe quelle manière, si vous voulez juste soutenir ce que je fais, si vous aimez ce que je fais, ben il y a plusieurs manières, mon Patreon, etc. Mais présentement, la manière la plus facile et la plus efficace, la meilleure manière, c'est le GoFundMe. Là. Donc, les liens sont dans la description. Puis, d'une manière ou d'une autre, vraiment, merci beaucoup. Merci aussi, là, je vais vous faire la recommandation dans 2 minutes, mais merci pour les commentaires, là. Il y a vraiment, tu sais, c'est un peu un cliché, le gars sur YouTube là, qui dit merci pour les commentaires ou laissez des commentaires, mais il y a réellement eu beaucoup de commentaires super intéressants que j'ai beaucoup appréciés, dans certains cas qui m'ont touché. Là. Fait que vraiment, merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir. Puis si vous regardez les vidéos, particulièrement mes longues sections réflexion, là, c'est pas pour tout le monde. Là. Si vous êtes rendu jusqu'ici, là, merci. Merci beaucoup. Merci d'être là. Voilà. Fait que là, la recommandation cette semaine, c'est L'itan de 1982 de Jean-Pierre Mocky. Alors, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un film fantastique, peut-être horreur, mais science-fiction. Il y a un aspect science-fiction, mais c'est avant tout une sorte de film fantastique, un peu à la Don't Look Now. Et ce que ça raconte, le lien avec Tramstadt, c'est qu'on a une ville étrange et mystérieuse, quelque part en Europe, et il y a un festival qui, je pense que c'est une vraie ville, puis je pense qu'il y a réellement un festival, mais dans la vraie vie, je pense qu'il y a quelque chose comme ça qui existe, mais dans le film, c'est une version nuancée, poétisée de ça. Et ben, il y a aussi d'étranges apparitions, une lumière verte, bon, il y a une affaire de meurtre. Fait que c'est un mélange de films, de peut-être mort-vivant, peut-être, là, en tout cas. De films fantastiques, puis avec un climat onirique, avec une histoire policière, puis tout ça, puis des cascades. Puis ultimement, c'est un autre film qui, si on est bien sincère, n'est pas entièrement efficace. Ça ne marche pas du début à la fin. Puis narrativement, c'est un autre film qui est plus ou moins incohérent, là, OK? Mais il y a une sorte de cohérence, mais on n'a pas la satisfaction quand le film est terminé de se dire « Ah oui, j'ai traversé un grand moment narratif » et bon, c'est pas ça, là. Ça finit un peu... c'est ça, là. Les objectifs narratifs et artistiques ne sont pas tout à fait atteints. Et puis, pas tout à fait, je veux dire pas du tout. En fait. Mais ce qui est réussi dans L'itan, ce qui marche vraiment très bien, c'est toute une série d'images, particulièrement tout ce qui a trait au festival avec les masques. Là, c'est très saisissant. Puis encore une fois, le brouillard, bon. Puis, fait qu'il y a un paquet d'images qui font, comme je l'ai dit, très onériques, qui marchent très bien. Puis, je conserve, malgré mes réserves, un bon souvenir de L'itan. Puis c'est 2 films à peu près au même niveau de réussite artistique. Là, où est-ce que c'est pas vraiment réussi, mais il y a quand même des bonnes passes, c'est quand même des bonnes trouvailles, puis c'est des curiosités, c'est des films plutôt oubliés de nos jours, fait que c'est intéressant de les redécouvrir. Puis c'est intéressant de voir des films, moi j'aime toujours voir des films de science-fiction qui viennent pas des États-Unis et de l'Angleterre, parce qu'il y a tellement de films de science-fiction qui viennent des États-Unis, puis c'est vraiment intéressant de comparer avec en Tchécoslovaquie, par exemple, je me rends compte qu'il y en a des tonnes qui sont super intéressants. Sujet pour un autre jour, on aura sûrement l'occasion d'y revenir. Mais ici, ben c'est ça, on a L'itan qui vient de France, qui est très, 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 très bon, malgré ses défauts, mais qui est quand même assez intéressant.
surtout au niveau visuel. Puis, en ce qui concerne Traumstadt, ben pourquoi c'est bon? Ben, c'est justement à cause du niveau visuel, parce que même si c'est, à vrai dire, un peu n'importe quoi, Traumstadt, ça demeure quand même un film qui a beaucoup d'aspects très saisissants au niveau des vignettes qu'il enseigne. Fait que la version courte, c'est que visuellement, puis poétiquement, ça demeure assez efficace, assez riche.